de la saison de la création. Je suis Yona Chaki. Je suis la chargée du plaidoyer au GCCM et je suis votre modératrice pour ce webinaire. Avant que nous commencions, je voudrais vous expliquer les canaux d'interprétation. Si vous souhaitez suivre le webinaire en espagnol, portugais, français, italien ou polonais, regardez au bas de votre écran et cliquez sur l'icône interprétation. Lorsque vous trouverez, une fois que vous aurez cliqué sur l'icône interprétation, cliquez sur la langue qui vous intéresse. Et pour les Italiens en particulier, pour la langue italienne, cliquez sur Japanese. Et pour le polonais, cliquez sur Russian. Vous voyez l'icône d'interprétation au bas de votre écran. Cliquez sur cette icône et choisissez la langue dans laquelle vous voulez suivre le webinaire. Pour le polonais, cliquez sur la langue russe. Et pour l'italien, cliquez sur la langue japonaise. Il est important de rappeler que vous devez muter la langue originale afin de ne pas entendre les deux langues au même moment. Lorsque vous aurez choisi votre langue, au bas de votre écran, vous verrez le drapeau de la langue que vous avez choisi. À l'image, vous voyez par exemple le drapeau espagnol pour la langue espagnole. Et pour le polonais, vous allez voir le drapeau russe. Quant à l'italien, ce sera le drapeau japonais. Nous avons notre équipe de soutien qui pourra vous assister dans le chat au cas où vous aurez des problèmes avec l'interprétation ou avec quelque autre problème que ce soit. Nous vous accueillons à ce webinaire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur l'Europe. Transition juste pour l'Europe. La responsabilité de l'Europe envers son peuple et envers le monde. Comme je vous l'ai dit, je m'appelle Yona Chaki. Je suis chargé du programme de plaidoyer pour le GCCM Europe et je serai votre modératrice aujourd'hui. Le webinaire de la saison de la création aujourd'hui est tenu par le GCCM et CITSE. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la responsabilité de l'Europe envers les peuples et envers le monde, dans le contexte de la pandémie et dans le contexte du changement climatique et de l'urgence climatique. Nous allons nous inspirer sur l'encyclique Laudato Si pour analyser cette crise écologique et cette pandémie. La saison de la création est un moment inspirant et énergisant qui nous permet de réfléchir et d'agir. C'est un moment qui nous permet de nous rassembler afin de répondre à ces crises de manière holistique. Donc, alors que nous allons écouter les experts nous expliquer, nous allons aussi réfléchir à ce que nous pouvons faire. Nous allons écouter ce que les experts ont à dire concernant cette transition et les choses qu'il faut faire. Et nous allons parler des actions concrètes que vous pourrez entreprendre pendant cette saison de la création pour vivre Laudato Si. Nous avons des conférenciers merveilleux. Nous avons la sœur Alessandra Smirelli de la commission Covid Vatican d'Europe. Nous avons Marcin Kierczewski du club Jagiellonian de Pologne. Nous avons Lydia Machaka de CITSE qui nous rejoint de l'Afrique du Sud. Et nous avons Edwin Mumbere du Center for Citizens Conserving de l'Ouganda. Il y aura une session de questions-réponses avant de clôturer ce webinaire. Sentez-vous libre
d'écrire vos questions dans la case questions-réponses au bas de votre écran, Q&A, Q&A, et nous vous demandons de préciser à qui vous posez votre réponse. Nous n'aurons évidemment pas le temps de répondre à toutes les questions, mais les conférenciers essaieront de répondre à vos questions dans le chat au fur et à mesure que nous avancerons. Et nous allons aussi sélectionner certaines questions auxquelles nous répondrons pendant la session de questions-réponses. Nous précisons également que la sœur Nelly ne sera pas disponible pendant la session de questions-réponses. Donc, nous vous demandons de poser vos questions et nous allons nous vous invitons à poser vos questions et nous allons transmettre vos questions à la sœur. Et nous nous efforcerons de vous fournir les ressources nécessaires pour répondre à vos questions plus tard. Avant d'inviter la première conférencière, j'aimerais inviter un leader communautaire de l'Italie, Silvia Condiero, pour qu'elle nous dirige dans la prière d'ouverture, afin qu'elle nous dirige Créateur de la vie, sur ta parole, la terre s'est couverte d'herbes qui rendent féconde sa semence et d'arbres fruitiers de toutes sortes. Les rivières, les montagnes, les minéraux, les mers et les forêts ont préservé la vie. Les yeux sur toi, tous espéraient que tu satisfasses aux besoins de chaque être vivant. Et au fil du temps, la terre a nourri la vie. À travers les cycles planétaires des jours et des saisons, du renouveau et de la croissance, tu as ouvert ta main pour donner aux créatures la nourriture en temps voulu. Dans ta sagesse, tu as accordé un sabbat. Dans ta sagesse, tu as accordé un sabbat, un temps béni pour se reposer en reconnaissance de tout ce que tu as donné, un temps pour nous libérer du vice de la consommation, un temps pour permettre à la terre et à toutes les créatures de se délester du fardeau de la production. Or, de nos jours, le mode de vie pousse la planète au-delà de ses limites. Nos exigences de croissance et notre cycle de production et de consommation sans fin épuisent notre monde. Les forêts sont lessivées. La couche arable s'érode. Les champs s'épuisent. Les déserts gagnent du terrain. Les mers s'acidifient. Désolé. Les mers s'acidifient. Les tempêtes s'intensifient. Nous n'avons pas permis au sol d'observer un sabbat. Et là, pouvez-vous changer la page, s'il vous plaît? En ce temps de la création, nous te demandons de nous donner le courage d'observer un sabbat pour notre planète. Renforce notre foi et affermis notre confiance en ta providence. Inspire-nous la créativité nécessaire pour partager ce qui nous a été donné. Apprends-nous à nous contenter du nécessaire. Et alors que nous proclamons un jubilé pour la terre, envoie ton Saint-Esprit afin de renouveler le visage de la création
au nom de celui qui est venu annoncer la bonne nouvelle à toute la création, Jésus-Christ. Amen. Merci Sylvia. C'est une belle prière pour la saison de la création. J'aimerais inviter la sœur Nelly. Sœur Smerelli est professeure d'économie politique à la faculté politique des sciences de l'éducation au Maroc. Elle est membre fondatrice et enseignante de l'école d'économie civile et elle est présentement coordinatrice de la commission économie de la COVID-19 du Vatican. Sœur Smerelli, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Nous vous invitons à partager votre écran et nous faire votre présentation. Salut à tout le monde. Tout le monde peut voir mon écran? J'aimerais d'abord vous remercier pour cette invitation. Je suis heureuse d'être là aujourd'hui afin de parler avec les panélistes et les participants aujourd'hui de ce sujet important. Il m'a été demandé de présenter le point de vue du Vatican. Je ne sais pas si vous saviez qu'en mars dernier, le pape François a établi la commission pour la COVID-19. Ce n'était pas censé être une commission pour l'émergence, mais une commission pour mais c'était une commission créée pour les conséquences économiques, sociales et politiques de la pandémie. Et donc, j'aimerais commencer en partageant cette citation que je trouve particulièrement inspirante. Le pape François a dit, on n'émerge pas d'une crise en étant le même que l'on était avant. La pandémie est une crise. Nous émergeons, désolé, nous émergeons d'une crise en étant soit meilleur, pire que l'on était avant. C'est à nous de choisir. Donc nous pouvons choisir de ne pas croire que nous pouvons changer le monde. On peut croire l'inverse. Et le pape François nous dit que c'est à nous de choisir ce que nous allons faire. Et donc la devise du pape François, la devise que le pape François nous a donnée, c'est préparer l'avenir. Et donc cette commission sur la COVID-19, comme on peut le voir sur son site web, est une section du développement humain, du dicaster du développement. Et il y a 5 groupes de travail dans cette commission. Le premier groupe est à la santé, l'émergence. Le deuxième groupe, celui dans lequel je travaille, c'est le groupe de travail d'analyse et de réflexion. Il y a 4 groupes de travail dans le groupe: l'écologie, l'économie, la santé et la sécurité. La consolidation de la paix, de la sécurité et ainsi de suite. Et nous travaillons ensemble afin de développer des propositions concrètes, comme le pape François nous l'a demandé. Parce que nous devons entrer dans une analyse plus profonde des choses, mais nous devons aussi apporter des propositions. Donc, la pandémie, qui est un ennemi commun,
à une croissance affecte notre maison commune. Comme le pape François nous le rappelle, nous ne pouvons pas y arriver tout seul. Ne pouvons affronter un ennemi mondial que si nous comprenons que c'est une lutte commune. L'humanité a une destinée commune. On ne peut y arriver qu'avec l'engagement de tous. La crise de la COVID-19 était à l'origine une crise sanitaire, mais nous savons que la santé est un bien commun. Et donc, et la santé mondiale doit être considérée comme un bien commun dans le sens où tout le monde, chacun a un droit égal à la santé, mais aussi une responsabilité égale de promouvoir la santé. Et nous devons, et nous devons aussi promouvoir cette égalité entre les pays. Et la gravité de la pandémie est telle que la ressource, les ressources sanitaires se font de plus en plus rares. Cette crise est devenue une crise sociale et une crise économique, affectant les économies. S'il est, s'il est vrai que les difficultés se posent dans les pays développés, elles sont encore plus grandes dans les pays en voie de développement. Je pense en particulier aux gens qui travaillent dans le secteur informel, les agriculteurs, et ainsi de suite, qui deviendront de plus en plus invisibles dans cette crise. La jeune génération qui paye le prix, le prix le plus grand, qui subit les conséquences les plus graves de l'instabilité du marché de l'emploi. Comme je le disais, le pape François nous donne la mission de faire les choses de manière différente et de nous éloigner des structures connues, des paradigmes connus du développement. Comme le pape François l'a dit, cette crise nous donne une opportunité, l'occasion de faire les choses de manière différente. Et cela, et notre devise, c'est préparer l'avenir, qui est différent d'être préparé pour l'avenir. Nous n'attendons pas l'avenir, nous devons faire quelque chose maintenant pour le futur, pour l'avenir. Donc, l'avenir n'est pas prédéterminé de manière, pour que nous l'acceptions de manière facile. Nous avons le droit et le devoir de faire quelque chose, le devoir d'agir. Et lorsque nous lisons le titre de ce webinaire, comprenons que cela est une responsabilité importante. Le programme parle des responsabilités de l'Europe et nous savons qu'il y en a des responsabilités. Dans notre commission, nous produisons des résumés concernant certains sujets. L'un de ces sujets concernait l'Europe et la transition juste. Et j'aimerais souligner certaines propositions que nous avons émises pour l'Union européenne. Premièrement, et nous voyons que nous devons mettre l'accent sur les deals verts de l'Europe, et c'est important. Et c'est un investissement que nous devons entamer maintenant. Nous pensons que dans le même cadre d'idées, l'interconnexion de l'écologie, de l'économie, de la santé doit être
C'est une question qui doit être, on doit, ce sont des questions qui doivent être traitées ensemble. Et dans la date aussi, est écrit, il est impossible de trouver une réponse spécifique à chaque problème. Il est important de trouver des réponses qui sont en accord avec les systèmes naturels eux-mêmes. Donc, par exemple, une autre option pour l'Europe, c'est d'incorporer dans le mandat de la Banque centrale européenne une cible d'emploi en parallèle de la cible de stabilité. Il est important d'agir dans ce sens. Nous demandons à l'Union européenne d'incorporer l'objectif d'un emploi pour tous et le troisième sujet et la troisième responsabilité. Nous savons que le quart, le quart des richesses du monde compte pour moins du quart des ressources naturelles que nous avons. Donc nous avons des preuves empiriques et des articles scientifiques qui démontrent que because industrialized countries et d'un autre côté, les pays en voie de développement continuent de ravitailler les pays les plus riches au coût de leur propre existence et de leur avenir. Juste pour le préciser, cette diapositive se focalise sur une conséquence de l'industrialisation, alors qu'il est vrai que l'industrialisation a plusieurs effets néfastes. Mais je m'aimerais me pencher sur la santé. Donc, nous devons prendre en compte les générations à venir pour consolider et construire notre futur, car ce sont elles qui sont les premières parties prenantes de l'avenir. Et j'aimerais aussi parler de ce que nous faisons dans notre commission. Par exemple, nous sommes en train de suivre un projet italien appelé Jardin Laudato Si. C'est un projet conjoint lancé par cette municipalité du nord de l'Italie. Et elles ont été construites pour répondre à l'appel du pape François pour
construction d'un développement durable. Et elles se sont engagées à développer, à construire un développement économique aligné sur les enseignements de la date aussi. Donc, c'est un modèle économique basé sur la paix, l'harmonie. Aura lieu du 1er au 30 novembre, du 1er au 30 novembre. Je pense que ce serait important que de suivre ces événements. Je pense que j'en ai terminé. Euh, je crois que j'ai déjà beaucoup parlé. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que nous pourrons poser des actes concrets et que nous pourrons prendre part à cette action pour un meilleur avenir, l'avenir que nous voulons. Merci. Merci, sœur Smindili. Vous nous avez invités à adopter une perspective mondiale et vous l'avez fait de manière magnifique. Merci pour cette perspective mondiale et d'avoir partagé le travail de la commission COVID-19.
dans la commission de la COVID-19. Quelqu'un nous a comparé à une start-up parce que nous sommes juste en train de discuter et que nous avons besoin de plus de croissance. Nous avons débuté les commissions régionales et donc nous essayons de construire, développer des connexions et d'avoir une connaissance des perspectives, des points de vue régionaux afin de mieux pouvoir les suivre. Nous sommes en train de suivre certains projets concrets et de chaque projet, nous apprenons certaines choses. Et parmi ces projets, nous avons un projet qui a touché 500 PDG parmi les plus influents dans le monde. Et nous essayons de leur faire adopter ce point de vue, ces points de vue. Nous travaillons sur l'agenda 2030. Nous travaillons avec la FAO. Nous suivons le projet de la coalition pour l'alimentation. Donc, cela est le plus haut niveau auquel nous travaillons. L'un de nos objectifs est aussi de faire le suivi afin de voir comment les fonds pourront être dépensés de manière compatible en compatibilité avec les principes de Laudato Si. Concernant les questions sociales et la justice, les perspectives des pauvres. Nous avons aussi des gens qui travaillent sur les mesures, sur les évaluations, comment évaluer les mesures, les actions posées par les gouvernements. Et nous travaillons avec des partenaires internationaux. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons tout seul de notre côté. Nous avons des gens qui nous aident. Et dans ce groupe, il y a des gens qui sont intéressés et d'autres qui ont déjà proposé des idées pour mesurer et évaluer la manière dont les fonds seront dépensés. Il serait intéressant de voir et il serait intéressant que cela soit que les politiciens et les compagnies internationales soient au courant de cette vision et du fait que nous sommes là et que nous suivons ce qu'ils sont en train de faire et qu'ils sachent ce que nous pensons de cela. Merci, Sœur Smenelli. C'est rassurant et inspirant de savoir que la Commission du Vatican a des plans importants pour continuer le travail mondial et de le mettre en œuvre à un niveau local. Merci de nous avoir prêté de votre temps, Sœur Spinelli, et vous êtes bienvenue pour rester avec nous, s'il vous plaît. Comme je l'ai dit, si vous avez des questions pour la Sœur Spinelli, nous allons faire un suivi plus tard et nous allons partager le travail de Sœur Spinelli afin que vous soyez plus au courant de ce qu'elle fait. Merci, ma sœur. Nous allons continuer avec notre prochain expert, Marcin Kiedziewski, du club Jagiellonien de Pologne.
Jagiellonian Club Analysis Center est une association polonaise non partisane aux racines républicaines, combinant les caractéristiques de l'établissement d'enseignement des médias d'un groupe de réflexion et d'un mouvement citoyen. Et Marcin a gagné en réputation durant la pandémie grâce au blog qui tient sur les réponses à cette pandémie. Bienvenue, merci, et merci de partager vos points de vue par rapport à la situation. Il va nous parler de la perspective nationale et de la perspective européenne. Bienvenue, merci. Je vous invite à ouvrir votre micro et à faire votre présentation. Bonsoir, pouvez-vous m'écouter? Merci beaucoup de m'avoir invité à un événement, à un débat si important et si intéressant. En réalité, la pandémie a causé une crise sans précédent dans l'histoire à cause de son échelle et de son étendue. Elle est incomparable à toutes les autres crises de l'histoire. Le confinement dans certains pays a eu des impacts sur les activités économiques, mais aussi sur les personnes. Et on peut même parler de métanoïa. Ça a fait que les politiciens, les universitaires et même les travailleurs repensent leur façon de fonctionner. Et c'est vrai qu'il est très tôt, il est trop tôt pour savoir si ce changement est profond ou s'il va durer. Nous devons garder à l'esprit qu'après la crise de 2008, beaucoup pensaient que le monde n'allait plus être le même qu'avant. Il est vrai que l'économie, en tant que science, a changé de manière importante et a ajouté de nouvelles approches. Mais dans les faits, il n'y a pas eu de vraie révolution positive dans l'économie de l'Union européenne. Le point de l'économie a atteint des niveaux dangereux en 2008. Les inégalités économiques ont également augmenté. Et pouvons-nous donc parler d'une prédiction positive, d'une révolution positive? Et la révolution numérique poussera encore à une accumulation plus forte de capitaux et une accumulation de pouvoir. La crise de la COVID-19 nous a montré clairement qui en seront les bénéficiaires. Regardez par exemple ce qui se passe avec les compagnies comme Google, Facebook, Amazon pendant cette crise. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? J'aimerais vous proposer des suppositions concernant la perspective européenne et de la plupart des puissances de du monde. Les gouvernements et les décideurs du monde sont au courant. Les gouvernements sont au courant que la crise actuelle est plus grave que la crise de 2008. Et heureusement, les gouvernements ont retenu des leçons des anciennes crises et au lieu d'une grande austérité, nous observons des stratégies hélicoptères concernant l'économie.
Je ne suis pas un avocat des théories monétaires modernes, mais je pense qu'on ne peut pas comparer le budget gouvernemental et les budgets des foyers. Car le gouvernement peut créer de l'argent, mais les foyers ne peuvent pas le faire. Cependant, on ne peut pas oublier que, tôt ou tard, aussi à cause des coûts et de l'intérêt du budget, en fait, les gouvernements et l'Union européenne aussi vont se focaliser sur les pays, sur le PIB, même s'ils savent que cet indicateur peut nous conduire à une croissance non durable. Cela veut dire que le gouvernement, la gouvernance sera déterminée par rapport à la croissance du PIB. Et selon les récentes statistiques, 37% de tous les fonds du budget européen sera dépensé sur les investissements verts. 20% seront dépensés sur la révolution numérique. Et personne ne parle de, de divestissement. Je ne sais pas quel est le plan de recouvrement national, mais lorsque je regarde le graphe du plan de recouvrement national polonais, je vois l'investissement dans la microélectronique, dans les investissements spatiaux. Il n'y a pas de programme concernant la stabilité du marché de l'emploi. Bien que ce ne soit pas encore arrêté, je peux me tromper, mais je pense que la logique ou la philosophie derrière cela, derrière ce projet en particulier, l'industrie de l'espace, l'industrie spatiale, microélectronique, est basée sur la consommation. C'est vrai que nous cherchons des énergies plus vertes, nous voulons produire plus, nous voulons produire plus efficacement. Et pour être honnête, je ne pense pas que la philosophie actuelle du développement changera. Du moins sur l'approche du haut vers le bas. Et je ne suis pas en train de blâmer les politiques pour cela. Lorsque nous parlons de stabilité des finances publiques et des services publics, nous savons qu'il y a beaucoup de risques. En plus, il y a plusieurs intérêts qui ont adopté cette logique de croissance, de production et de consommation, particulièrement lorsque des membres d'État de l'Union européenne doivent dépenser autant de montant d'argent, autant d'argent, dans une période si courte période de temps. Il est difficile d'éviter des situations où les compagnies feront du merdissage. Je sais que nous ne nous sommes pas rencontrés, nous n'avons pas fait ce webinaire pour nous plaindre, mais pour adopter des solutions concrètes, comme indiqué, comme demandé par le pape François. Le pape, le pape Paul VI a introduit dans les enseignements catholiques le développement économique, mais les États utilisent une logique de coercition
et non une logique de liberté ou d'amour. Et les États sont responsables de l'influence de plusieurs groupes d'intérêts. Et je n'aimerais pas, je ne suis pas naïf, ne pouvons pas créer, poser une révolution politique du haut vers le haut. Les papes François, Paul VI et même Paul suggèrent plutôt une approche du bas vers le haut, dans les marchés et même dans la société, qui ne touche pas seulement les consommateurs, mais aussi les compagnies et leurs managers. Je pense que cela doit être mis en œuvre dans les projets de l'Union européenne et de ses États membres. Nous devons proposer des projets qui proposent une approche du bas vers le haut sur des points tels que la démocratisation de l'énergie. Deuxièmement, la durabilité pour le marché de l'emploi. Et troisièmement, la communalisation de l'éducation. Le système éducatif est un réseau de communautés d'éducation qui réunit plusieurs membres, des communautés locales, pas juste des enfants, des jeunes, mais même des adultes. Tous ces trois points peuvent se retrouver sous le concept que j'appelle politique de famille, car je pense que les familles peuvent apporter une révolution d'amour au monde. Et pour conclure mon discours, ça ne veut pas dire que, en tant que catholique, nous devons cesser d'influencer le débat public et les décisions politiques. Selon moi, nous ne devons pas oublier que le changement réel doit commencer par le bas, avec des institutions sociales fortes qui peuvent infiltrer la logique de liberté représentée par le marché, la liberté de coercition représentée par les États, avec la solidarité. Alors que nous examinons cette logique d'amour et de solidarité, nous devons penser à la famille comme le socle de cela. La famille représente la communion. C'est pourquoi je vous demande de repenser nos politiques publiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation très intéressante. Et j'apprécie les suggestions que vous avez proposées concernant la démocratisation des énergies. Et ce qui m'a marqué dans votre présentation, c'est que, comme la sœur l'a dit, nous allons sortir de cette crise étant de meilleures personnes, des personnes pires. Et nous savons, par expérience, en 2008, qu'on n'est pas sûr de voir un changement après cette crise. En parlant, vous avez parlé des finances, vous avez parlé du budget, vous avez expliqué où est-ce que les fonds, dans quoi les fonds sont investis. Vous avez aussi parlé d'une approche du bas vers le haut et des approches sociales. Et vous avez aussi parlé d'infiltration de certaines couches afin de créer le changement. J'aimerais maintenant aller à la prochaine étape de notre webinaire. Nous voulons parler maintenant de la justice mondiale après avoir parlé de l'approche européenne. Nous aimerons partager avec vous les intentions de prière du pape à la veille de la saison de la création concernant la question du changement global écologique.
sommes en train d'étudier les ressources de la planète. Les pays et les entreprises du Nord, de l'Occident s'enrichissent en exploitant les ressources naturelles du Sud. En plus, la dette écologique augmente lorsque les multinationales étrangères font ce qu'elles ne permettraient pas dans leur propre pays. Cela est aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, nous devons prendre soin de la création de manière responsable. Prions pour les ressources de la planète afin qu'elles ne soient pas saccagées, afin qu'elles ne soient pas pillées et qu'elles soient utilisées de manière juste et respectueuse. Non au gaspillage, oui au partage. Un message fort du pape François. Nous reviendrons aux intentions de prière du pape François. Merci beaucoup, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous apprécions les informations que vous avez partagées avec nous. Nous allons maintenant, Lydia Machaka sera notre prochaine intervenante. Lydia est chargée de la justice climatique et de l'énergie à CIDSE. Et elle nous rejoint de l'Afrique du Sud. Elle nous parlera de la responsabilité mondiale de l'Union européenne concernant l'action climatique. Bienvenue Lydia, veuillez partager votre écran. Merci à tous de me recevoir. Je vais partager mon écran. Merci de me donner cette opportunité. Je m'appelle Lydia Machaka et aujourd'hui, j'aimerais commencer ma présentation en mettant l'accent sur le fait que le changement climatique reste l'une des difficultés majeures de l'humanité aujourd'hui. Comme vous le savez, la pandémie qui a commencé tout récemment, vous êtes au courant de la pandémie qui a commencé tout récemment, mais il est aussi important de se rappeler la crise climatique que nous avons sur les bras. Le pape François a dit que le changement climatique a des ramifications sociales et économiques, politiques et politiques, particulièrement sur la distribution des biens à travers les nations. Elle représente l'une des difficultés majeures de notre temps. Excusez-moi, j'aimerais vous dire que aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la relation entre la crise sanitaire et la crise climatique. Je vous parlerai aussi du déséquilibre dans le rôle des corporations. Comme je l'ai dit plus tôt, j'aimerais mettre comme vous le savez, les pays sont censés réduire leurs émissions de carbone afin d'atteindre la cible de 1,5 degré Celsius. Et les politiques actuelles qui sont mises en œuvre dans le monde pour résoudre la crise climatique ne sont pas sur la bonne voie. Comme vous le voyez, la bande orange au milieu montre que la manière dont les politiques sont conçues ne permettent pas d'atteindre la cible de 1,5 degrés Celsius. Ça veut dire que des mesures fortes doivent être posées. Et cela arrive parce que malgré les signes que
que nous avons, les politiques ne suivent pas. Je suis sûr que ceux qui sont en Europe peuvent témoigner que les températures sont en train d'augmenter. L'année dernière, l'Europe a connu l'une des années les plus chaudes depuis les années 2000. Et cela n'est pas normal du tout. Et nous avons aussi vu cela dans d'autres parties du monde, par exemple en Afrique subsaharienne. Plusieurs pays, par exemple le Zimbabwe, le Malawi, le Mozambique, ont connu des inondations. Nous avons aussi expérimenté des climats chauds. Par exemple, en Australie, nous avons des incendies de forêt. Et cela n'est pas juste un problème qui affecte, donc cela n'est pas juste un problème qui affecte l'Europe, mais c'est un problème qui est réparti de manière équilibrée à travers le monde. J'aimerais que nous comprenions que les températures rampantes sont causées par les émissions globales, qui sont causées par l'utilisation des combustibles fossiles et aussi à cause du système de production alimentaire. La science montre que les émissions globales doivent être réduites de moins 7%. De moins 7% chaque année jusqu'à la fin de ce siècle. Cela veut dire que nous ne devons pas continuer d'agir comme nous l'avons fait jusqu'ici. Et les années à venir de cette décennie seront les plus importantes concernant ce sujet. Et j'aimerais mentionner que les années 2020 seront très cruciales pour l'agenda climatique. J'aimerais aussi souligner que cette année, les pays sont censés renforcer leurs engagements nationaux pour le climat. Ils sont censés les soumettre cette année, je pense. Et je crois que sur 195 signatures de l'accord de Paris, juste seulement 7 pays ont soumis leurs engagements nationaux. Et nous avons le Suriname, la Moldavie, le Japon, Singapour, la Chili. Et à eux seuls, ils contribuent à 2,8% des émissions mondiales. Donc, nous sommes en retard. Beaucoup de pays sont en retard. Cela est dû au fait qu'aujourd'hui, les systèmes énergétiques sont contrôlés par les systèmes de corporation, comme le conférencier précédent l'a dit. Car le PIB est considéré plus important que le bien-être des populations dans le monde. Et j'aimerais aussi souligner qu'il est important de ne laisser personne pour compte. Et donc, aucun employé ne doit choisir s'il doit travailler ou alors choisir entre son travail et l'environnement. Et la transition requiert une transformation économique et sociale
qui implique toutes les parties prenantes et une décentralisation, ainsi que des systèmes énergétiques possédés par les communautés qui permettront de réduire la pauvreté énergétique dans certaines communautés. Aussi, des plans de retraite et de sécurité sociale et de formation adéquate devront être mis en œuvre dans cette transition. Donc, la transition n'est pas seulement importante car elle est moralement bonne, mais aussi parce qu'elle garantira l'implication de ceux qui sont affectés négativement par ce changement. Car nous avons tous le droit à la santé, qui fait partie des ODD. J'aimerais aller à la prochaine diapositive pour parler du rôle des compagnies et de ce qui se passe lorsque les compagnies bafouent les droits de l'homme. Cet exemple est tiré de Samarco, Mariana, au Brésil. Où des millions de mètres cubes de minerais, extraction de minerais, a causé des inondations et des glissements de terrain. Donc, il est important de souligner que ces compagnies qui continuent de violer les droits de l'homme et d'infliger des violences et des souffrances à des communautés dans le monde doivent rendre des comptes. Et nous avons aussi vu d'autres exemples récemment dans d'autres parties du monde. Par exemple, tout récemment, nous avons eu une explosion au Liban, aussi en Afrique, au Madagascar. Nous avons vu les fuites de pétrole. Et donc, j'aimerais vous parler de certaines recommandations et propositions afin que chacun puisse avoir des pistes pour la résolution de la crise climatique. La toute dernière cible de 60% de l'Union européenne concernant les réductions des émissions de carbone sont bonnes, mais doivent viser des cibles plus ambitieuses. Les politiques climatiques doivent accélérer les processus de transition à 100% d'énergie renouvelable entre 2030 et 2050. Comme vous le savez, la cible de réduction des émissions de carbone de l'Union européenne a augmenté à 60%. Mais il serait bien d'avoir une cible plus haute afin de pousser les pays à augmenter leurs efforts. Mais nous ne devons pas nous concentrer juste sur les cibles, mais sur les politiques climatiques qui permettront de garantir cette transition à 100% des systèmes d'énergie renouvelable. Aussi,
Nous savons que les mesures de récupération doivent aligner les réponses à la COVID-19 aux accords de Paris et à l'agenda des objectifs de développement durable, tout en intégrant la démocratie, la justice, le multilatéralisme, l'égalité des genres, l'intégralité de l'environnement. Et je l'ai dit parce que nous avons remarqué qu'il y a des inconsistances, un manque de cohérence entre cette politique. Deuxièmement, nous avons aussi remarqué que les recommandations sur les droits de l'homme et sur l'environnement, qui seront lancées l'année prochaine, en 2021, nous présentent une opportunité d'introduire des législations efficaces pour les droits de l'homme et pour l'environnement. Qui permettra de faire en sorte que les compagnies responsables de ces violations de droits de l'homme puissent rendre des comptes. Le sommet de l'Union européenne qui devait avoir lieu a été annulé, mais cela nous donne l'opportunité de nous focaliser sur le partenariat Union européenne-Afrique, afin que l'agenda énergétique concernant le climat puisse être promu en Afrique. Merci pour votre présentation. Nous avons beaucoup aimé. Et ce que vous avez dit qui a attiré mon attention, c'est que vous avez dit que nous sommes à la décennie durant laquelle nous devons réduire les émissions de 50% dans les 10 années à venir. Et vous avez aussi dit que nous ne sommes pas sur la bonne voie concernant les politiques climatiques. Vous avez mentionné l'Union européenne et l'augmentation des cibles pour la réduction du carbone à 60%. Et nous voyons donc le chemin qui nous reste à faire. Et vous avez aussi parlé de la transition juste, et je pense que cela suit la présentation de Edmund concernant les pipelines en Afrique. Car nous ne devons pas choisir entre un style de vie décent et la sécurité environnementale et climatique. Et nous devons retenir que nous devons nous demander nous devons aussi pousser l'Union européenne, les parlements européens à mettre en œuvre des politiques qui permettront à compagnies de rendre des comptes et à améliorer la protection des droits de l'environnement. Nous accueillons Edwin Member et Edwin Gray, qui est un activiste contre les combustibles fossiles. Il va nous parler du projet pétition contre pipeline qui est en train d'être installé actuellement en Afrique, en Ouganda et en Tanzanie. Bienvenue, Edwin.
Je suis Edwin Mumbere, je viens d'Ouganda, je suis coordinateur. Nous sommes désolés, nous ne recevons pas bien l'intervenant. Il est impossible pour l'instant de faire poursuivre l'interprétation. Nous essayons de résoudre les problèmes de connexion. Edwin, nous avons des difficultés à vous écouter. Est-ce que vous pouvez parler plus près du micro? Edwin, vous pouvez essayer d'éteindre votre caméra. Cela peut aider votre débit de connexion. Vous m'entendez maintenant? Oui, c'est mieux. Merci. Le pipeline est-africain, Afrique de l'Est, qui est en train d'être implémenté en Tanzanie et en Ouganda, ce pipeline arrive à un moment où ces pays sont en train de lutter contre les émissions. Le s'étendra de la Tanzanie jusqu'en Ouganda sur une distance de 1445 km du port de Tanga en Tanzanie jusqu'en Ouganda. Nous sommes désolés, nous n'arrivons pas, une fois de plus, nous ne sommes pas en mesure d'écouter ce que le panéliste. Les acteurs de la campagne de l'oléoduc, qui sont les parties prenantes et les investisseurs, sont Total, CNOOC et le gouvernement tanzanien et ougandais. Et une entreprise sera créée avec les parties prenantes citées plus tôt. Et parmi ces parties prenantes, nous avons celles qui sont chargées de la transplantation du pétrole, de la transformation, de l'épuration et ainsi de suite. Et pour l'instant, comme vous le voyez sur cette carte, la ligne rouge montre le chemin que cette oléoduc suivra. Et vous pouvez voir clairement que l'oléoduc passe par le lac
Victoria, ce qui est très inquiétant parce que et cela est très inquiétant parce que cela met en danger la vie des communautés locales. Et nous sommes actuellement en train de mettre la pression sur les gouvernements afin qu'ils avortent le projet ou alors qu'ils essayent de mettre des mesures de sécurité en place pour protéger ces communautés locales. Et cette oléoduc passera par plusieurs points parmi lesquels certains sont des points de transit pour des animaux, des espèces, parmi lesquels certaines sont protégées. Edwin, je suis désolé de vous interrompre. Le volume de votre audio est bon, mais c'est difficile de suivre votre présentation. Je suis désolé. Vos diapositives sont très bonnes. Si vous n'avez voyez pas d'inconvénient, je vais demander à vos collègues ou à votre collègue de faire un résumé de la dernière diapositive. Merci beaucoup, Edwin. Merci, Corinne. Merci, Edwin, pour cette présentation magnifique. Je vais vous demander d'arrêter de partager l'écran. Je vais vous donner un coup de main et je pense que même les interprètes ont de la peine à vous entendre. Je vais reprendre la présentation à partir de là où vous l'avez laissé. L'un des impacts que cette loyauté a, c'est qu'il a déplacé les communautés vivantes sur la ligne par laquelle il passe. Parmi lesquelles les familles qui vivent proche du parc national de Murchison Falls et à côté du lac Albert. Et il ne faut pas oublier aussi que cet oléoduc passera par des forêts et détruira donc une bonne partie de l'écosystème. Et déjà, on peut confirmer que 12 à 13 000 agriculteurs et riverains seront déplacés à cause de cet oléoduc. Et les zones par lesquelles cet oléoduc passe sont l'habitat de plusieurs espèces en voie d'extinction. Et malgré les déplacements qu'ont subis certaines familles, il n'y a pas eu de compensation. Et comme on le sait, dans les pays africains, ces compensations ne sont presque jamais payées. Et nous avons aussi constaté des abus de droits de femmes en Ouganda. Par exemple, les terres sont possédées majoritairement par les hommes. Et donc, même s'il y avait si compensation il y avait, il n'y en aurait pas eu pour les femmes, car ce sont des hommes qui sont propriétaires de ces terres. Et pour parler du tourisme, les pertes sont estimées à 1,6 milliard de dollars par an
à cause de la destruction de la biodiversité. Et l'accès à l'eau potable sera aussi affecté. Et cela et cela en plus du fait qu'en Ouganda, il y a déjà des problèmes d'accès à l'eau potable. Et pour parler du lac Victoria, le pape Edwin a dit que dans les mois précédents, il y a eu des écoulements de pétrole. Et donc, concernant le lac Victoria, s'il y a des fuites de pétrole, cela affectera des millions de personnes. Dans le lac Victoria est vraiment très, très large. Et concernant les émissions de carbone, cet oléoduc augmentera à 34,3 millions augmentera l'émission de gaz carbonique à 34,3 millions de tonnes métriques par an. Et comme on l'a entendu dans une présentation, dans une présentation précédente, il n'y a que 7 pays qui ont signé les accords, qui ont soumis leur engagement pour les accords de Paris. Et l'une des difficultés qui s'ajoutent à tout cela, ce sont les droits répressifs qu'il y a en Ouganda. Tout récemment, il y avait des activistes qui ont mené des protestations contre cet oléoduc. Et parmi eux, 9 d'entre eux ont été arrêtés. Et donc, voilà ce qui va se passer de violation de droits pendant la mise en œuvre de cet oléoduc. Et il y a aussi des campagnes de dénigrement menées par le gouvernement qui sont en train d'être menées. Et vous voyez comment, lorsque nous voyons comment les corporations multinationales affectent le climat politique dans les pays en Afrique, en Nigeria par exemple, nous nous demandons comment cela se passera en Ouganda, vu que nous sommes déjà dans une période électorale. Et il est important aussi de voir ce que la société civile a fait. La société civile a soumis des commentaires, a envoyé des commentaires à ESIA, et les communautés se sont mobilisées afin de disséminer de l'information concernant les opportunités d'emploi qui seront perdues à cause de cela. Et bien cela n'aura pas d'effet parce que cela n'est pas fait sur le terrain, mais dans les sphères politiques. Et donc, nous avons créé une pétition qui demande à Total et à Total d'arrêter, de cesser cette folie en Ouganda. Et nous demandons aussi aux Européens, de mettre en œuvre ces projets chez eux. Quand le pape François a dit, ces multinationales ne permettraient pas que cela se passe dans leur pays, mais le font dans les pays, d'autres pays. Et c'est un appel que nous soutenons vivement. Merci Edwin, nous sommes désolés que la connexion n'ait pas été de votre côté aujourd'hui, mais nous apprécions votre aide. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Prince et Edwin, pour cette présentation. Je ne pourrais pas
mieux dire que ce que Prince a dit. Ce que les multinationales européennes font en Afrique, qu'elles ne pourraient pas faire dans leur pays. Et le pape François, il y a 2 ans, a parlé de son inquiétude de l'exploitation des combustibles fossiles. Il est important de rappeler que le pétrole qui est en train d'être exploité en Afrique de l'Est est tout nouveau. Les personnes en Ouganda doivent avoir des emplois décents et ne doivent pas être forcées à abandonner leur habitat, car cela les affectera et affectera leur famille. Nous aurons dans quelques instants une séance de... Il y a une question concernant un point que vous avez soulevé, concernant l'emploi durable. Quel est votre point de vue concernant les jeunes? Quel genre d'emploi durable pour les jeunes? Quel exemple d'emploi durable pour les jeunes pouvez-vous donner? S'il vous plaît, vous disposez d'1 minute pour répondre. Premièrement, je ne parlerai pas du type de travail, mais du type de contrat. Je parlerai de contrat à durée déterminée. Si vous êtes si vous avez perdu votre travail à cause de la pandémie, je crois que il y a de l'espace dans le secteur de la santé. Je l'ai dit, je parlerai plus de la régulation du marché de l'emploi et de la garantie des emplois, des contrats à durée déterminée garantis. Et du fait que j'aimerais aussi préciser que les compagnies devraient allouer plus de fonds pour assurer la sécurité des emplois. Il y avait des questions, concernant les recommandations que vous avez faites. Qu'est-ce qui arrivera si les nouvelles régulations sont mises en place? Cela forcera les pays à mettre en application les obligations qui sont les leurs, c'est-à-dire protéger les populations contre les abus des compagnies, entre autres. Et cela fera en sorte que toute violation des droits de l'homme et tout dommage causé à l'environnement devienne l'un des points les plus importants. Cela assurera que les droits de l'homme et la protection de l'environnement soient au cœur de ces nouvelles législations. Merci pour vos explications. Et finalement, Edwin, je pense que vous pouvez essayer de vous reconnecter. Un soutien et un intérêt fort a été montré pour votre projet. Est-ce que vous pouvez expliquer une fois de plus certaines des actions, des manières dont on peut soutenir votre travail contre
ce projet d'oléoduc en Afrique de l'Est. Il y a plusieurs actions qui sont en train d'être posées. Le lien a été partagé par Prince dans le chat. Nous avons lancé une pétition. Et deuxièmement, nous essayons de travailler avec les organisations de la société civile et les gouvernements afin de pousser les gouvernements à revenir sur leurs décisions. Car le gouvernement ougandais investira dans ce projet en utilisant des fonds venant des organisations financières. Et si le gouvernement ne peut pas revenir sur sa décision, il sera question de trouver des mesures de sécurité pour encadrer ce projet. J'aimerais ajouter un petit truc. C'est qu'en Ouganda, l'Institut de la gouvernance énergétique a un coût. Les poursuites judiciaires contre Total en Ouganda ont été lancées par l'Institution de la gouvernance énergétique. Et le GCCM en Afrique travaille à la mobilisation de voix catholiques dans la dénonciation de cet oléoduc, la construction de cet oléoduc en Afrique de l'Est. Merci. Je pense que ce projet exige beaucoup de travail. Donc, je pense que nous allons garder un œil sur ce projet. Je vais garder un œil sur ce projet et voir comment on peut aider Prince et Edwin. Merci à tous pour votre patience. Je vais maintenant passer la parole à Chiara Martinelli, qui est la conseillère principale, notre conseillère principale, et elle donnera juste un mot de fin pour résumer tout ce qui a été dit aujourd'hui. Je serai très brève car je sais que nous avons des contraintes de temps. Je vais vous donner 3 mots qui résument pour moi ce débat. Le premier, c'est interconnexion. Car je pense que avec toutes les idées que nous avons partagées, nous avons une compréhension claire du fait que nous devons penser de manière globale pour une récupération après la pandémie, mais aussi interconnexion dans le sens des analyses et des propositions posées concernant l'agenda climatique de manière commune. Le deuxième mot que je vous offre aujourd'hui, c'est leadership européen, leadership, responsabilité européenne. Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes mis d'accord sur le fait que l'Europe doit montrer l'exemple, car elle a une grande responsabilité concernant le système que nous avons en place aujourd'hui. Et nous avons aussi la responsabilité dans le sens où nous devons continuer à appeler à une régulation plus forte pour éviter les violations des droits de l'homme. Et troisièmement, le troisième mot, c'est collaboration créative. Je pense que Marcine a mentionné cela plus tôt. Nous devons combiner nos forces. Je pense que nous avons besoin, si nous devons avancer, nous devons avoir une approche du bas vers le haut, un changement de mode de vie, mais nous avons aussi besoin des régulations plus fortes et je
pense que nous avons plusieurs exemples concernant cela. Merci, Lina. Oui, c'est important de souligner les responsabilités personnelles. Pendant la saison de la création, nous parlons aussi de nos actions personnelles et nous parlons aussi de l'évaluation de notre voix sur les espaces, dans les espaces publics. Nous voulons aussi utiliser ce webinaire. C'est vrai que nous avons voulu ce webinaire pour réfléchir et pour échanger, mais aussi pour parler de certaines actions que nous pouvons poser durant cette saison de la création. Demain, le 26 septembre, c'est la premier jour de la grève climatique. Si vous n'avez rien de prévu, vous pouvez aller sur le site Fridays for Fortune. Il y a des ressources informatives sur comment poser des actes pour cette grève climatique. Le site est en français, espagnol et en anglais. Cela est important. Ces actions sont importantes car cela va montrer que la crise climatique est toujours d'actualité. La deuxième chose, c'est que si vous avez été inspiré par l'invitation du pape François, vous pouvez signer une pétition pour une réponse juste à l'urgence climatique. C'est une pétition disponible en espagnol, portugais, italien, français, anglais. Partagez cela avec vos amis et à votre communauté pour qu'ensemble nous puissions élever nos voix. Je vais à la dernière diapositive pour notre dernier appel à l'action. La dernière chose que vous pouvez faire durant cette saison de la création et après cela, c'est de rejoindre toutes les autres. C'est rejoindre le mouvement de désinvestissement des énergies fossiles. Pendant les derniers mois, le Vatican a publié des documents avec des orientations concernant le désinvestissement des combustibles fossiles. Et cela inclut un message du Vatican. Vous pouvez rejoindre la prochaine annonce du désinvestissement catholique le 18 novembre et vous pouvez voir au bas de l'écran le site par lequel vous pouvez faire cela et les contacts à votre disposition pour le faire. J'aimerais aussi vous remercier d'avoir été présent aujourd'hui et de vous être impliqué dans cette saison de la création de plusieurs manières, à travers la réflexion, l'action et la prière. Je remercie le conférencier Spinelli, Marcin, Edwin, Lydia et Prince d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir donné de leur temps et d'avoir partagé des informations avec nous. Je remercie aussi les équipes en coulisses qui rendent ce travail possible, ce webinaire possible. Et finalement, pour revenir dans un espace calme, j'aimerais ramener les intentions de prière du pape pour la saison de la création. Prions pour que les ressources de la planète ne soient pas pillées, mais partagées de manière juste et respectueuse. Non au pillage, oui au partage. Que Dieu vous bénisse et profitez du reste de votre saison de la création. Que Dieu vous bénisse tous.